Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo destinée aux débutants. Catherine, c'est pour ta gueule. Et cette fois, on va faire les cartes de classe pour la deuxième fois. Parce que oui, j'ai raté la première. Je vous le dis, de toute façon, il y a tout le chat sur Twitch qui est en train de le spammer. Donc voilà, moi je balance. Alors, je ne présenterai pas les cartes qu'on obtient en allant niveau 10 avec une classe, tout simplement parce qu'il suffit de jouer la classe pour avoir ces cartes. Donc ça n'entre absolument pas dans la rubrique des cartes à crafter. Android, les cartes à crafter, la colère. Très très bonne carte, très flexible. Pour 2, soit on inflige 3 dégâts, soit on inflige un seul point de dégâts et on pioche une carte. Ça permet et de cycler le deck et d'éliminer des créatures ennuyantes en début de match. Une très bonne carte de début de match. L'aspirante de Darnassus, depuis le grand tournoi, c'est dans tous les decks druides. L'adversaire est obligé de la tuer. Tout simplement. Quand elle arrive sur le terrain, vous gagnez un cristal de mana. Et tant qu'elle n'est pas morte, vous gardez le cristal de mana pour toujours. Voilà, c'est juste une carte en fait. Vous pouvez mettre provocation à cette carte. Votre adversaire la tuera dès qu'il le pourra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on n'a pas grand chose. On a le gardien du bosquet et le druide de la griffe, qui sont des cartes choix des armes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir leur effet. Le gardien du bosquet vous permet soit de silence, soit d'infliger 2 points de dégâts. Donc vous pouvez soit détruire une créature affaiblie ou une petite créature, soit réduire au silence une créature. Donc c'est très versatile. Et c'est une carte qui rentre dans absolument tous les decks druides. Le druide de la griffe aussi. Pour 5, on a soit une 4-4 charge, soit une 4-6 provocation. Les deux sont très forts pour un tour 5. Et ça permet de répondre à différentes situations. Pour 40 pourtières, c'est l'occasion de la semaine chez Tati. Et enfin, probablement une des meilleures cartes du druide, l'ancien du savoir, pour 7, une 5-5. Soit on pioche 2 cartes, soit on gagne 5 points de vie. C'est le moteur de pioche de la majorité des decks druides. C'est une épique, donc ça coûte un peu cher. Mais si vous avez prévu de jouer druide à haut niveau, il vous faudra vous résoudre à sacrifier des poussières pour cette carte. Voilà. Alors, le chasseur. Le chasseur, on a le tir réflexe. Il n'est pas à crafter parce qu'il s'obtient dans l'aventure du Mont Roche Noir, et qui est une très très bonne carte de l'aventure. Ça permet vraiment d'avoir une carte qui enlève des créatures adverses en début de match, ce que le chasseur n'avait pas avant. Et ça vous évite en fait d'avoir un deck uniquement basé sur les créatures, et donc qui est très explosif parce que vous jouez des créatures tout le temps, mais en fait qui ne répond pas à l'adversaire puisque vous n'avez rien pour éliminer ces créatures. Ensuite, on va avoir le lâcher les chiens. Pour 3, on invoque autant de chiens 1-1 avec charge que notre adversaire a de créatures sur la table. Ça peut permettre de vider le terrain. Ça peut permettre d'être agressif. Si notre adversaire a plus beaucoup de points de vie, on met les chiens dans la tête. Et ça permet pas mal de combos assez rigolos avec maître du culte, jongleur de couteau et autres. Et enfin, la meilleure carte du chasseur est probablement la grande crinière des savanes. Pour 6, une 6-5. Qui invoque 2 hyènes 2-2 quand elle meurt. Sachant que la grande crinière et les hyènes sont des bêtes. Ça vous permet d'avoir votre synergie tout au long du... Enfin, tout au long du match. À partir du tour 6, vous êtes quasiment sûr d'avoir votre synergie des bêtes. Et c'est une vraie crasse à retirer du terrain. C'est cette carte qui a rendu le chaman... Le chasseur midrange vraiment fort. Voilà. Le mage. Alors le mage a la particularité d'avoir énormément de très très bonnes cartes de base. C'est-à-dire en arrivant au niveau 10, avec le mage, vous avez énormément de très bonnes cartes, comme l'éclair de givre, la boule de feu, le choc de flamme, l'élémentaire d'eau, et j'en passe. Dans les cartes à crafter, si vous voulez jouer mage, la Wyrm de mana, c'est une excellente carte, et vue par pas mal de gens comme l'une des meilleures tour 1 du jeu. Parce que très souvent, en fait, c'est pas un tour 1. C'est une 1-3. Dès que vous jouez un sort, ça devient une 2-3, donc c'est les statistiques d'un tour 2. Une fois que vous avez joué 3 sorts, ça devient une 4-3, donc c'est les statistiques d'un tour 3. Et ça permet vraiment de mettre la pression. Et un peu comme l'aspirante de Darnassus pour le druide, c'est une carte que votre adversaire va vraiment chercher à enlever rapidement. Et donc ça vous donne le tempo du match. Ensuite, on a l'apprenti du sorcier, qui est une carte qui pour 2 est une 3-2. Donc les statistiques normales.
d'un tour 2, mais qui a un pouvoir extrêmement utile si vous avez beaucoup de sorts dans le deck, ce qui est généralement le cas pour les mages qui débutent. Ensuite, parmi les secrets, on a l'entité miroir qui est extrêmement efficace. Ça copie tout simplement le prochain serviteur que votre adversaire jouera. C'est une carte qui permet de bloquer la stratégie adverse, surtout dans les tours plus longs, enfin dans les tours plus avancés du match, pardon. Tout simplement parce que si votre adversaire a prévu de jouer une grosse créature, par exemple contre un chasseur, tour 6 la grande crinière de savane, on parlait dans l'autre vidéo du Docteur Boom tour 7, etc. On peut vraiment forcer notre adversaire à changer sa ligne directrice avec cette carte. Ou alors à nous donner une très très bonne carte, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a beaucoup de cartes de classe qui sont très très fortes. Et ce sera tout pour le mage. Le paladin. Les cartes indispensables. L'égalité est une excellente carte de contrôle de terrain. Pour 2, on met tout le monde à un point de vie. Quand votre pouvoir héroïque invoque des 1-1, ça veut dire que si vous avez des petites créatures sur la table, vous pouvez tuer absolument n'importe quoi pour 2 de mana. Voilà. L'un des meilleurs tours 2 actuellement, le mini-robot blindé. Pour 2, une 2-2 bouclier divin. Quand on sait que la majorité des tours 2 qui sont joués sont des 3-2, et tout simplement lui il arrive, il le tue, et vous avez encore une 2-2. Donc en général, c'est une carte qui en début de match va gagner un 1 contre 1, et il ira sûrement infliger des dégâts en plus ailleurs. Donc c'est un très très bon tour 2. Le régiment de bataille, qui est une carte qui est devenue exceptionnelle dans le paladin. Tour 3, c'est comme faire 3 pouvoirs héroïques et équiper une arme 1-4. Donc c'est une carte qui permet vraiment de remplir le terrain très rapidement et de forcer votre adversaire à réagir. Et en général, dans les tours aussi avancés du match, votre adversaire ne veut pas encore jouer des zones, il veut surtout construire son terrain lui aussi. Et donc ça permet de très très bien répondre au terrain. L'Aldor qui est exactement l'inverse du régiment de bataille. Ici on contrôle une très très grosse créature en passant l'attaque d'un serviteur adverse à 1. Ouais voilà, l'adversaire vous met une 10-10, ça fera une 1-10. C'est super. Et ça tape pas fort. Pour 3 de mana, c'est un petit peu comme la chasse au gros gibier de l'autre vidéo. Pour 3 de mana, on a une créature et on n'élimine pas, mais on réduit très fortement le potentiel d'une créature adverse. Et ensuite, dans Gobelin Gnome, on a le Chevalier Murloc, qui pour 4 est une 3-4. C'est les statistiques d'un tour 3, mais son pouvoir héroïque vaut tous les... toutes les baisses de stats de l'univers au final. Exaltation, donc quand vous utilisez votre pouvoir héroïque, invoque un Murloc aléatoire. C'est une carte qui permet de remplir le terrain à une vitesse considérable. Voilà. Et dans la nouvelle extension, on a la Gardienne d'Uldaman, qui n'est pas mauvaise du tout. Puisque pour 4, vous avez une 3-4 qui fait passer l'attaque et la vie d'un serviteur à 3. Donc ça permet soit de contrôler une créature en face, soit d'augmenter l'attaque et la vie d'une de nos créatures. Votre pouvoir héroïque fait une 1-1, grâce à ça vous faites une 3-3. Ensuite, la dernière carte dont on est un petit peu obligé de parler, c'est Tyrion, la légendaire du paladin, qui est une des meilleures légendaires du jeu. Pour 8, c'est une 6-6, provocation, bouclier divin, c'est déjà très très lourd pour l'adversaire. Et en plus, quand ça meurt, ça vous équipe une arme qui a 5 d'attaque et 3 de durabilité, ce qui est parmi les meilleures armes du jeu. Voilà. Le prêtre. Alors, le prêtre, qu'est-ce qu'on veut absolument en prêtre? La majorité des cartes de prêtre sont encore une fois des cartes qu'on a en faisant des niveaux. Le sombre sectateur qui était la première 3-4 pour 3 du jeu et qui a vraiment fait du prêtre une excellente classe pendant un temps. C'est normal maintenant une 3-4 pour 3, sauf qu'en fait il a un râle d'agonie extrêmement utile. C'est-à-dire quand vous avez le terrain, et vous la suicidez et une de vos créatures gagne plus 3 points de vie. Quand on sait que le prêtre peut soigner ses créatures, ça fait que vous avez une carte qui va rester sur le terrain un bon moment et qui peut faire énormément d'échanges. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme très très bonne carte? La prêtresse de la cabale est une excellente carte. C'est une épique certes, mais c'est vraiment une carte, encore une fois, qui vient renverser le tempo du match.
C'est-à-dire pour 6, vous avez un Yeti. Donc normalement ça c'est coûté 4. Mais les 2 mana en plus, vous avez la possibilité de voler une créature qui a 2 d'attaque ou moins. Donc si vous prenez une carte qui a coûté 1, vous tuez une carte qui a coûté 1 et vous mettez une carte qui a coûté 1 de votre côté. Donc vous avez rentabilisé déjà vos 2. Si vous le faites sur une créature qui coûtait 2, vous avez tué une créature qui coûtait 2, vous avez posé une créature qui coûtait 2. Vous avez gagné 2 ressources. 3, vous avez gagné 4 ressources, etc. etc. Donc c'est vraiment une carte qui a un potentiel énorme et qui peut renverser des matchs. Mention spéciale à la prêtresse au Shenai, qui en fait change votre pouvoir héroïque et lui permet d'infliger des dégâts. Ce qui peut être très utile, mais en fait le problème c'est que si vous craftez cette carte, vous devez aussi crafter celle-ci, qui est en fait en combo avec la prêtresse au Shenai, inflige 4 points de dégâts à tout le terrain. Voilà. Alors, le voleur. Le voleur est une classe qui en général n'est pas du tout jouée par les débutants parce que extrêmement compliquée à jouer, et je vous comprends. Alors, les meilleures cartes. On va avoir l'éviscération, qui est, comme toutes les classes, pour 2, un sort de dégâts de début de match. Si on l'utilise tout seul, ça fait que 2 de dégâts, c'est pas énorme. Mais en combo, ça inflige 4, ce qui est un excellent total pour 2 ressources. Ensuite, on a l'agent du SI7. Vous pouvez prendre n'importe quel voleur, cette carte sera dedans. Pour 3, une 3-3. Mais si elle est jouée après une autre carte, elle inflige 2 points de dégâts. Un peu comme le gardien du bosquet du druide. Sauf que là, ça coûte un mana de moins. Et ça a des statistiques aussi fortes. Donc au final, quand vous utilisez son combo, et ben pour 3, vous avez une 3-3 qui inflige 2 dégâts. Ce qui est encore une fois, en termes de tempo, extrêmement fort. Dans la nouvelle aventure, la Ligue des Explorateurs, vous avez le Raptor déterré, qui pour 3 est une 3-4, qui copie un râle d'agonie que vous avez sur votre terrain. C'est une carte qui, dans un deck adapté, est extrêmement forte, et qui même en elle-même, pour 3, vous avez une 3-4, donc c'est tout à fait correct. Et ensuite, je pense que c'est tout. En chaman. Alors le chaman a une mécanique particulière qui est la surcharge, qui fait que certaines cartes sont très très compliquées à jouer, parce que vous sacrifiez du mana pour les tours suivants. Parmi ces meilleures cartes, on a le golem totémique, qui vient encore une fois de l'aventure du Mont Roche Noir. Pour 2, une 3-4 sur charge 1. En fait, au lieu de la payer 3, vous la payez 2 et 1 au prochain tour. Donc en fait, vous jouez un tour 3, un tour avant, et vous sacrifiez le 1 mana pour le prochain tour. C'est probablement le meilleur tour 2 du jeu. Et heureusement qu'il y a la surcharge, sinon cette carte serait complètement abusée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les esprits farouches. Pour 3, vous mettez 2 loups, 2-3, avec la provocation. C'est très fort contre les decks agressifs, ça les ralentit énormément. Et contre les decks contrôle, ça vous permet en fait de mettre plusieurs créatures en même temps. Et ça vous permet de remplir le terrain assez rapidement. Faites attention néanmoins, parce qu'il y a quand même 2 de surcharge. Le Roar totémique, arrivé dans le grand tournoi. Pour 3, une 3-2. Mais qui invoque n'importe quel totem. Quand on dit n'importe quel totem, ce n'est pas seulement les 4 du pouvoir héroïque du chaman. Ça peut être donc celui-ci que vous voyez ici. Ça peut être le totem dont on vient de parler, ceci est un totem. Et ça peut être le totem langue de feu également. Et il y a également le totem de vitalité, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est juste là. Donc vous avez le choix parmi 8 totems. Et donc vous avez effectivement un tour 2 pour 3 de mana. Mais le totem en plus peut avoir énormément de valeur. Si vous avez un totem golem, au final, c'est comme si vous aviez 5 de valeur. Un totem langue de feu, 4. Un totem de vague de mana, 5. Un totem de vitalité, 4. Si vous avez un totem de votre pouvoir héroïque, on peut considérer que ça vaut 1 mana. Donc en fait, au final, vous avez toujours au moins vos 3 mana qui sont remboursés. Le seul problème avec cette carte, c'est qu'elle se fait assez facilement tuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et la meilleure carte du chaman est probablement l'élémentaire de feu, mais c'est une carte de classe. Le démoniste. Alors, le démoniste, c'est assez compliqué à évaluer parce que, en fonction du type de démoniste, certaines cartes sont très fortes, certaines cartes ne sont pas fortes. Donc on va prendre les cartes qui sont fortes dans à peu près tous les decks. La bombe de matière noire pour 2 mana, ça inflige 3 dégâts. C'est standard, ça marche très bien. C'est très utile comme carte. Le sinistre colporteur qui est arrivé dans la Ligue des Explorateurs, qui est un excellent tour 2 parce qu'il vous donne encore des possibilités. C'est-à-dire jouer avec cette carte, c'est comme si vous jouiez avec 31 cartes dans votre deck, puisqu'il vous fait choisir une carte.
Et donc en fait vous pouvez même le jouer tour 3, puisque lui coûte 2, et il vous donne une carte à 1 cristal. Donc il permet d'aplanir votre rythme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de très très bien? Si vous jouez un deck démon, vous avez l'implorateur du vide qui vient de Naxxramas, qui est lui aussi extrêmement utile, puisque pour 4, vous avez une 3-4, donc c'est effectivement les statistiques d'un tour 3. Mais son pouvoir vaut largement plus que 1 mana. On met un démon aléatoire de votre main sur le champ de bataille. Donc si vous avez des gros démons dans la main, comme le garde funeste, comme les cartes légendaires du démoniste, tout simplement elles sont gratuites quand vous jouez ceci. Et ensuite probablement une des meilleures cartes du démoniste, c'est l'éruption de Diablotin, qui est arrivée dans le grand tournoi, si je ne dis pas de bêtises. Non, qui est arrivé dans Gobelin et Gnome, vous avez la première lettre. Pour 4, on inflige entre 2 et 4 points de dégâts à un serviteur, et on invoque autant de Diablotin que de dégâts infligés. En fait, ça permet d'éliminer le terrain adverse et de remplir notre terrain à nous. Donc c'est une carte double action qui permet vraiment de changer encore une fois le rythme du match. Voilà. Et enfin, on a aussi le Siphonner l'âme, qui est une très bonne carte de contrôle. Pour 6, on détruit sec une créature et on rend 3 PV à notre héros. Dans des matchs qui traînent un peu, c'est une carte qui permet de tuer n'importe quoi. On parlait des grosses légendaires ennuyeuses, ben ça les explose. Et enfin, le guerrier. Alors, le guerrier, les cartes à crafter, absolument. Absolument. Qu'est-ce qu'on a d'absolument? Cette carte-là, qui vient dans Naxxramas, qui est une excellente carte de guerrier. C'est l'une des meilleures armes du jeu. Et elle est... en fait, c'est surtout l'effet tourbillon qui est très utile. Soit pour un adversaire qui est très agressif avec beaucoup de petites cartes, soit pour déclencher vous-même des effets que vous pourriez avoir sur vos créatures. Le singe féroce qui vient de la Ligue des Explorateurs, qui pour 3 est une 3-4 provocation. Très bonne carte. Pour 3, c'est une 3-4. Et il y a un petit effet provocation, ça permet de vous protéger. Et c'est une bête en plus. Donc c'est vraiment... ça vaut largement ces 3 manas. C'est une carte que vous pouvez jouer dans un deck guerrier. En tant que tour 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre quand on est un débutant? Quand on est un débutant, je pense que la fabricante d'armes n'est pas du tout une mauvaise carte. Pour 4, vous avez une 3-3 qui vous équipe une arme 2-2. Donc ça permet d'aller chercher des petites cartes de milieu de match. En général, au tour 4, il y a beaucoup d'échanges qui se sont faits sur les premiers tours. Il reste toujours des créatures avec pas trop de vie, où l'adversaire pose des créatures un peu petites qui lui restaient en main. Et bien avec cette carte, on met une 3-3 et on a une arme pour commencer à enlever un petit peu les restes, on va dire. Et voilà, je pense qu'on a fini avec cette rubrique. Et ben voilà Catherine, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça aura aidé toutes les autres personnes qui verront cette vidéo. Et encore une fois, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Bonne soirée, bon kebab, bonne bar mitzvah, je ne sais pas du tout ce que vous faites pendant que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde!